Alors, autre personne mythique de cette école de Paris, qui est donc un juif séfarade, issu d'une famille séfarade de Livourne, qui a fait faillite, c'est Amedeo Modigliani. Alors, vraiment, qui garde cette image d'artiste maudit, qui meurt jeune, pas reconnu ou très peu de son vivant. Vous voyez ce beau visage. Donc, il venait d'une famille qui, au départ, était relativement fortunée. Il a eu une éducation tout à fait classique. Il possède une culture latine. Il était capable de lire Dante. Alors, il ne parle pas le yiddish, qui est une langue un peu plus populaire, mais il parle l'hébreu. Et lorsqu'il arrive à Paris, au bateau Lavoir en 1906, donc il est voisin de Picasso. Au début, ils vont être amis d'ailleurs, et puis les liens vont se distendre. Et puis ensuite, va dans la cité Falguière. Plus tard, il rencontre Soutine en 1915, qui a 10 ans de moins que lui, et ils s'installent ensemble. Modigliani va le prendre un petit peu sous son aile. Et alors, ce qui est peut-être moins connu chez Modigliani, c'est ce que vous voyez à droite ici, c'est cette sculpture en pierre. Alors, lui aussi pratiquant la taille directe. Et au départ, c'était ce à quoi il se destinait. Il voulait être sculpteur. Peut-être également initié, ou en tout cas à bénéficier des conseils de Constantin Brancusi, qui était roumain, et qui, lui, avait un atelier qui n'était pas très loin de la cité Falguière, qui était impasse Ronsin, et qui lui donne beaucoup de conseils. Et on voit ces têtes avec cet élan vertical, cette stylisation aussi des caractères. Regardez les yeux ici. Alors, on pourrait penser à une influence égyptienne ou même l'Arkhmer aussi un petit peu, ou peut-être des idoles cycladiques aussi avec ce nez très simplifié, triangulaire. En tout cas, il cherche vraiment différentes influences qu'il va voir d'ailleurs au musée du Trocadéro avec ses premières sculptures. Il sera malheureusement obligé d'arrêter la sculpture pour des raisons de santé, parce qu'en fait, depuis qu'il est jeune, il souffre de tuberculose et tailler la pierre comme ça, vivre toujours dans la poussière, c'est quelque chose qu'il ne peut plus faire. Alors, on sait que c'est un dessinateur virtuose. Ici, à gauche, avec un portrait de Chana Orloff, dont on vient de voir les sculptures en bois, très polies ici. Et vous voyez qu'il écrit Chana et puis des mots en hébreu, où il la décrit Chana, fille de Raphaël, donc un hommage à cet artiste. Donc ça veut dire aussi que c'est un artiste qui ne renie pas sa culture juive, même s'il ne l'affiche pas tellement. Et ici, le portrait d'un ami, on voit bien ces quelques traits très fluides, cet élan vertical aussi, cette recherche de simplification et de stylisation qui était déjà dans sa sculpture et qu'on retrouve également dans sa peinture. Alors ici, une de ses premières œuvres, Lolotte, petite jeune fille d'œuvre d'assez petite taille, 55 sur 35 cm. Alors, une des caractéristiques aussi dans la peinture de Modigliani, c'est qu'il ne faisait pas de dessin sous-jacent. Et alors ça, c'est vraiment rarissime. Ça montre que c'est un artiste incroyablement virtuose qui peut aller directement sur la toile sans avoir de dessin préparatoire, de dessin sous-jacent. Dans sa manière aussi, il y a des choses qu'on retrouve de manière assez récurrente. Regardez comment est fait le cou par rapport au visage. Le cou, il y a beaucoup plus d'empattement, c'est beaucoup plus opaque. Par rapport au visage, on est beaucoup plus dans la transparence. Il y a un petit truc aussi pour le reconnaître. Vous voyez que les lèvres sont très souvent de couleurs différentes. La lèvre du haut est un peu plus rosée par rapport à la lèvre du bas. Donc, pour le moment, il travaille beaucoup une matière épaisse, beaucoup d'empattement, et on va voir que ça va s'alléger un petit peu par la suite. Puis souvent des toiles qui sont réutilisées ensuite, comme Soutine d'ailleurs, qui aimait bien racler et recommencer sur des toiles qui avaient déjà été utilisées, puisqu'ici au rayon X, en fait, il y a un portrait dans l'autre sens. Et on commence à voir de plus en plus ce qui correspond à son type tellement iconique. Ici, cette jeune fille à la chemise rayée, qui était en fait l'épouse de Moïse Kisling, dont on parlera tout à l'heure, avec ce côté très frontal, très hiératique, dans un intérieur qui est bien plus sobre que ce qu'on vient de voir là avec Lolotte. Et il va travailler ce côté très simplifié de la silhouette avec cet arrondi des épaules et des bras ici, vraiment de manière très stylisée. Ici, cette jeune femme qui est représentée un peu à la garçonne avec une cravate et puis les cheveux courts.
très souvent assise, les mains croisées pour les femmes, et donc un intérieur très neutre. Également ici, la chevelure noire ou jeune fille brune assise. Donc là, on ne connaît pas l'identité du modèle, avec ce côté très élégant. Regardez cette ligne serpentine, elle incline comme ça sa tête et ça se répercute un petit peu dans le corps. Toujours ces lignes très arrondies, un peu avec ses épaules tombantes ici. Décor ultra sobre, on a juste le montant de la chaise d'un côté et un fond très neutre, ici réalisé en frottis. On commence à avoir ces espèces de grandes ouvertures noires ici pour les yeux. Une autre œuvre qui est le portrait de Dédie, où ici, on a là aussi cette ligne serpentine qui est très marquée ici, qui donne beaucoup d'élégance. Alors, il avait, je vous le disais, une très bonne culture et une culture classique, donc il va beaucoup au Louvre, il a regardé Ingres et toutes les déformations anatomiques d'Ingres. Et donc, c'est cette douceur qui est un peu contrecarrée par le côté un peu rude du costume noir ici. En fait, il cherche à réaliser une espèce de beauté abstraite des femmes. Il réduit tout ce qui est variété chromatique, il simplifie les attitudes, une espèce de dématérialisation de la femme. Alors, il a réalisé beaucoup de nus aussi, enfin beaucoup, parce qu'ils ont beaucoup frappé, en fait, pas tant que ça, c'est seulement un petit pourcentage de son activité. Et il y a, alors on ne sait pas si c'est vraiment une légende ou si c'est vrai, mais Berthe Weil, qui était une des premières marchandes qui s'était risquée à présenter tous ces artistes juifs, et qui avait fait une exposition avec Modigliani, avec des nus, et qui était exposée en vitrine. Et il y aurait eu un agent de la force publique extrêmement choqué et qui lui aurait demandé immédiatement de décrocher tous ces nus. Et pour terminer avec sa vie, donc c'est quelqu'un qui vivait beaucoup la vie de bohème de Montmartre et de Montparnasse, qui s'est adonné à tous les plaisirs interdits, qui a bu beaucoup d'alcool, il était retrouvé sous très régulièrement, qui a fumé beaucoup et pas que du tabac, et qui avait vraiment un rythme de vie où il s'abîmait complètement la santé, qui était déjà pas bonne, comme je vous l'ai dit, il avait déjà une tuberculose latente. Et heureusement, à la fin de sa vie, il fait la rencontre, donc grâce à Chana Orloff, comme on l'a dit, qui lui présente une petite jeune fille qui était élève artiste dans une école d'art privée qui s'appelait Jeanne Hébuterne, qui a un visage qui fait un peu penser d'ailleurs à toutes ces madones ici. Je dis madones parce que c'est vrai qu'elles ont un côté presque éthéré, un visage très allongé, les yeux en amande. C'était vraiment son type physique, elle avait les yeux clairs. Et c'est le grand amour, alors qu'il y a pourtant une grande différence d'âge. Ils s'installent ensemble, au grand désespoir des parents de Jeanne. Ils ont un premier enfant, une petite fille. Et puis, malheureusement, la maladie progresse chez Modigliani. Il meurt en 1920 et 2 jours après, Jeanne se suicide. Et donc, c'est l'artiste maudit parce qu'il a été peu connu de son vivant, il arrivait très mal à vendre ses œuvres, alors que maintenant, ça atteint absolument des sommets. Quand vous voyez ce qui passe en salle des ventes, c'est absolument colossal.